Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler communautaire. Communautaire, c'est un vaste sujet et c'est surtout pour les créateurs de projets ou pour les personnes d'ailleurs le saint graal, c'est-à-dire le fait de rassembler des gens autour de soi. Vous ici, par exemple, vous êtes une communauté, c'est-à-dire que vous appartenez à un groupe et vous avez un intérêt commun cet après-midi, c'est de m'écouter moi ou alors de profiter de la climatisation, à vous de choisir. Mais le sujet de créer une communauté, surtout sur Internet, ça fait plus de 12 ans que j'y travaille avec mon associé Maxime Valette sur plusieurs projets que je vais rapidement vous présenter. Si le clicker veut fonctionner. Voilà. Donc le premier projet, c'est VDM, Vie de merde. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but est de soumettre une petite galère de la vie quotidienne en respectant deux choses. Le fait que la galère doit faire 300 caractères maximum et de commencer par aujourd'hui et de terminer par VDM. Donc c'est souvent très drôle. On l'a créé en 2008, on a eu plus de 3 millions de visites par jour pendant de très nombreuses années. On a reçu plusieurs millions de VDM et pour la petite anecdote, on est le concept français qui a été le mieux exporté aux États-Unis et à tel point que même les Américains pensent que c'est eux qui l'ont inventé pour avoir beaucoup parlé avec eux. Le deuxième, c'est un site qui s'appelle Beta Série. Ça a été lancé aussi en 2008 et ça répondait à une problématique qui était de dire où j'en suis dans les séries que je regarde. Donc on a fait un outil qui est un immense agenda sur lequel on peut marquer nos épisodes comme vus et comme ça on sait toujours où on en est dans nos séries. Aujourd'hui, c'est un outil qui regroupe 1,2 million de membres. Plus de 300 000 épisodes vus par jour et 15 000 séries et 56 000 films, tout ça géré par les membres. Le troisième outil, voilà, ça s'appelle donc 5euros.com. 5euros.com, c'est un site web sur lequel donc des vendeurs et des clients se mettent en relation autour de ce qu'on appelle le microservice. Le microservice, c'est une tâche simple, rapide et qui doit se faire obligatoirement en ligne. Et la petite particularité, c'est que tout commence à 5 euros. Donc on l'a créé en 2013, on a aujourd'hui 160 000 comptes avec à plus de 15 000 vendeurs. Et aujourd'hui, cette année, on va reverser à peu près 4 millions d'euros à notre communauté et on double à peu près chaque année. Donc revenons un peu sur le communautaire. En fait, on a tous besoin, nous, en tant que tels, d'appartenir à une communauté, à un groupe de gens qui partagent une vision, avec lequel on se sent bien. C'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Avant, on allait peut-être au bar du coin, on allait, à l'église, on allait peut-être sur le marché, et on se retrouvait donc entre nous. Aujourd'hui, avec la technologie, on a des outils qui nous permettent donc de connecter beaucoup plus facilement les gens à travers donc plusieurs types de communautés. Le premier, c'est la communauté d'action. Donc, c'est des gens qui s'unissent autour d'une cause, par exemple tout ce qui est association caritative, des sites web comme change.org, par exemple. Deuxième, c'est la communauté de pratique. Alors, c'est les gens qui se réunissent donc autour d'un secteur d'activité, c'est par exemple vos collègues de travail. Troisième, c'est tout ce qui est communauté de lieux. Donc ça, c'est facile. C'est des communautés qui sont autour donc d'un repère géographique. Donc c'est par exemple vos voisins ou alors des sites web comme sortiraparis.com, très localisés. L'avant-dernier type de communauté, donc c'est la communauté d'intérêt. En fait, c'est des communautés donc qui se créent autour de passion. Donc c'est par exemple les gens que vous voyez à votre club de sport, à votre club de littérature. La dernière, c'est les communautés de circonstances. Donc ça, c'est des communautés qui se créent avec des événements extérieurs. Donc, par exemple, quand vous avez un bébé, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont peut-être aussi avoir des bébés. Et au-dessus de ça, il y a une dernière chose qu'il faut ajouter, c'est que est-ce que cette communauté est commerciale ou non commerciale? Parce que ça va être beaucoup plus facile de regrouper des gens sur quelque chose de non commercial que sur quelque chose de commercial. D'ailleurs, pour tout ce qui est commercial, on va parler pas de membres de la communauté, mais on va plutôt parler de fans, comme par exemple des fans d'Apple, pour ne citer qu'eux. Maintenant, je vais m'adresser à toi qui veux créer une communauté. Pourquoi créer une communauté? Juste parce que c'est cool, parce que tu veux faire plaisir à tes investisseurs, parce que tu veux être reconnu en tant que personne, et donc tu veux être aimé ou adoré? Pas vraiment, parce que, avant tout, pourquoi créer une communauté? Parce que tu sais, si tu arrives à rassembler des gens autour de toi, tu sais si ton produit a de l'attractivité. Donc ça, c'est important.
Tu as aussi des retours directs quand tu vas faire des modifications, quand tu vas peut-être sortir un nouveau produit. Tu as des retours directs sur si les gens aiment ou si les gens détestent. Tu peux aussi faire passer tes messages. On sait à quel point c'est dur d'avoir une audience. Quand on a une communauté, c'est une audience qui est gratuite et qui est disponible et qui est surtout à l'écoute. Et dans une communauté, tout le monde s'entraide. Donc c'est facile quand il y a des gens qui arrivent dans cette communauté-là. En général, les autres l'aident. Donc ça te dégage du temps pour tout ce qui est les questions, pour le traitement du support, par exemple. Et bien sûr, il y a des désavantages. C'est que ton produit ne t'appartient plus quand tu crées une communauté. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer des gens autour de ton projet, quand tu l'évolues, tu dois évoluer aussi avec les gens. Et donc ça peut poser des problèmes. Il faut faire avec. Mais c'est surtout que cette communauté-là, tu dois la gérer. Et donc tu t'attaques au phénomène de groupe, tu t'attaques au relationnel, tu t'attaques au sentiment, tu t'attaques à l'amour, tu t'attaques à la haine, tu t'attaques à l'adoration, aux insultes, à tout ce qui peut être induit par les relations humaines. Et donc ça, c'est le plus dur à gérer. Et en fait, il y a 5 étapes qui sont assez essentielles. La première, c'est que pour intéresser, tu dois sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que ce n'est pas en respectant des règles et des conventions que tu vas rassembler les gens. Parce que l'habituel est ennuyeux. En fait, quand je parle de règles, je ne parle pas forcément des lois, je parle surtout des conventions que la société nous induit. En fait, cette surprise au niveau des gens, tu peux la créer de plusieurs façons. Tu peux la créer soit parce que ton projet est vraiment novateur, et donc il va surprendre, il va intéresser, soit par sa communication, donc par ses campagnes publicitaires, ou soit parce que tu es peut-être un créateur qui renvoie une certaine image, mais je pense que tout le monde n'est pas Elon Musk ou Steve Jobs, donc il faudra peut-être faire avec les autres. Et ça aussi, à ça, tu dois ajouter des règles à ta communauté. Donc pour prendre un exemple, par exemple avec VDM, on casse des codes en disant on va rire du malheur des autres. Donc ça va permettre d'intéresser des gens. Et la règle, c'était de dire qu'on ne valide que des VDM qui sont inédites et vraiment intéressantes, ce qui fait qu'on ne validait peut-être moins d'1% des histoires que nous recevions. Pour 5 €, casser des codes, c'est de dire offrir une vraie prestation à partir de 5 €. Et notre règle, c'était de dire avoir la commission la plus faible du marché pour nos vendeurs. La deuxième étape, alors ça va paraître bête, mais tu ne rassembleras pas si tu n'as rien pour rassembler. En fait, l'erreur, souvent, c'est de dire on va sortir le produit parfait qui va plaire à tout le monde, et pour ça, on va prendre du temps. En fait, c'est l'inverse. Il faut sortir un produit minimaliste qui va répondre à un besoin, qui va avoir disons, les fonctionnalités principales, et en le sortant, tu vas arriver à déjà regrouper une petite partie de gens. Et ça suffit pour commencer. Par exemple, voilà à quoi ressemblait Vie de merde au début. C'est-à-dire une succession d'histoires, sans commentaire, sans vote, puisque il y a le fameux vote « je valide », c'est une VDM ou « tu l'as bien mérité » si vous avez déjà utilisé ça. Il n'y avait rien, mais ça a suffi pour intéresser les gens. Ensuite, ça c'est à quoi ressemblait 5euros.com au début. Donc si vous ne connaissez pas le site, vous vous dites « ah ouais, c'est peut-être pas mal », mais en fait, c'est un design qui est très très sommaire. On s'est juste basé sur « est-ce que les gens comprennent ce qu'on fait ?» C'est tout. Et le dernier, c'était Beta Série, c'est pareil. Le plus important, c'était l'outil, donc ce qu'on en fait, et pas peut-être l'apparence que ça a. La troisième étape, c'est que tu dois créer les outils communautaires. Donc une fois que tu as sorti ton projet, tu as sorti ton idée, tu dois mettre à disposition des choses pour que les gens puissent parler entre eux, et surtout pour que toi-même, tu puisses parler à ces gens. Donc ça peut être de plusieurs façons différentes. Ouh, ça s'est complètement emballé. Voilà. Donc, à toi de choisir ce que tu veux. Ça peut être des commentaires, ça peut être d'une mailing list, ça peut être du forum, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être tout à la fois. L'important est que les gens puissent interagir entre eux. Et ce qui fait la puissance d'une communauté, ce n'est pas forcément le nombre de personnes qu'il y a dans ta communauté, c'est plutôt la densité des liens de cette communauté. Donc plus tu vas arriver à ce que tes liens soient denses, plus tu vas intéresser les gens et plus les gens vont créer des habitudes à venir dans cette communauté et donc à créer une addiction à cette communauté. Et donc comme ta communauté est autour de ton projet, ça va créer une addiction à ton projet. Donc ça c'est bon. Quatrième, c'est que tu dois mettre l'argent de côté quand tu crées une communauté. Parce que l'argent crée des barrières entre les membres, ça crée des inégalités, alors qu'au contraire, quand tu veux rassembler, tu dois mettre tout le monde sur un même pied d'égalité.
Lorsqu'on commence un projet, et en général, quand il commence à prendre de l'ampleur, souvent les créateurs se disent « Ah ben, je vais essayer de le monétiser de la meilleure façon que je peux ». En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut le monétiser au minimum, assez pour vivre, mais il faut faire grandir ta communauté. Et en fait, ta communauté, en grandissant, elle va permettre à ce que tu gagnes plus. Et donc, c'est cette logique-là qu'il faut avoir. Par exemple, pour Vie de Merde, nous, quand on avait lancé le site, on s'est dit qu'on allait partager gratuitement notre contenu à des dizaines de développeurs. Ces développeurs ont créé d'autres applications, ils ont créé peut-être même d'autres sites web avec notre contenu, mais notre contenu a pu être comme ça propulsé sur d'autres médias, alors qu'on n'aurait pas eu nous-mêmes la force de frappe de le faire. Sur 5 euros, ça a été la commission, et elle est toujours là d'ailleurs, elle est de 1 euro quel que soit le montant de la commande. Alors c'est sûr qu'on gagne moins, mais ce n'est pas le principe au début, c'est de dire est-ce qu'aussi les gens de notre communauté gagnent assez, est-ce qu'ils sont contents d'utiliser l'outil? Et c'est le cas. Et sur Beta Série, eh bien, on n'a jamais eu de publicité, parce que c'est de mettre en avant le produit qui est le plus important. 5e étape, c'est que tu dois transférer le pouvoir, c'est-à-dire que tu dois déléguer, tu ne dois pas être le seul point de contact de ta communauté. Alors comment on délègue? En donnant du pouvoir à d'autres personnes, d'autres membres de la communauté qui seront mis en avant et qui pourront faire ainsi passer ton message. En fait, pour donner de l'importance, il y a plusieurs façons. Soit vous donnez par exemple un système de badge, de niveau, de récompense. Vous pouvez donc faire pas mal de choses pour que finalement ces gens-là soient mis en avant par rapport aux autres de manière légère, mais ça leur permet ainsi de devenir des micro-leaders et d'avoir eux-mêmes une petite communauté autour d'eux. Et en donnant de toute façon du pouvoir, justement, si vous lisez cette citation-là, vous verrez que les gens vous surprendront et feront beaucoup de choses que vous n'aurez pas pu faire tout seul. Il manque une chose dans la création d'une communauté, et ça c'est le père Foura qui va essayer de vous le faire deviner. Je vous laisse 5 secondes. On le demande, on le poursuit, on le perd, on le passe, qui est-il? La réponse, c'est le temps. Parce qu'il faut du temps pour créer une communauté. En fait, une communauté ne se créera pas en quelques semaines et à coût de peut-être centaines de milliers d'euros dans une campagne marketing. En fait, la création d'une communauté, ça doit absolument être organique parce que c'est intrinsèquement lié à ton projet. En fait, pour résumer, ton projet, tu vas le commencer petit, il va grossir petit à petit avec ta communauté va t'aider à l'améliorer, donc tu vas améliorer ton produit qui va attirer d'autres personnes. Et ainsi de suite, ton projet va grandir avec ta communauté. Et ça, tu ne peux pas le faire en quelques semaines. C'est pour ça que l'ensemble des sites web que je vous ai montrés avant, j'ai rien fait depuis 5 ans par exemple. 5 euros date de 2013 et c'est à peine depuis 2 ans qu'on a assez de gens pour se dire là on a un projet viable. Donc une fois que ta communauté est énorme, on va dire que tu as des centaines de milliers de membres, en fait tu vas te rendre compte que c'est pas uniforme. Une communauté, ça a plusieurs strates. Donc la première, c'est toi, parce que tu es au milieu de ta communauté, ça reste ton projet, tes choix. Et autour de toi, tu as ce qu'on appelle le cœur de communauté. Donc le cœur de communauté, c'est le plus important. Ce sont les personnes qui sont là depuis en général le début, qui te défendront, qui relayeront tout ce que tu vas faire, qui te poseront des questions, qui te remettront aussi en question. Ils sont environ peut-être 2-3% maximum de ta communauté. Ensuite, on a ce qu'on appelle la communauté proche. Donc c'est des personnes qui utilisent l'outil, même peut-être tous les jours, qui sont là, qui sont satisfaits ou non d'ailleurs, qui peuvent à tout moment rejoindre le cœur de communauté, mais ils peuvent aussi ne plus utiliser l'outil. Ce sont clairement les plus nombreux. Ils sont très difficiles à contacter parce que tu ne sais pas trop où ils vont se placer. La dernière étape, donc, c'est les curieux, c'est les potentiels futurs membres de la communauté. C'est finalement quand tu vends un produit, ce sont tes prospects, ce qu'on appelle les prospects. C'est des gens qui ont entendu peut-être parler de toi, mais en tout cas, ils ne te connaissent peut-être pas encore assez ou ils n'utilisent pas encore assez ton outil. Mais en tout cas, ils vont sans doute le faire. Et il est bien important de différencier chacune de ces strates parce que tu dois avoir un langage différent. Si tu t'adresses par exemple à ton cœur de communauté, tu vas devoir peut-être tout leur expliquer. Ils voudront tout savoir. Il faudra être proche d'eux. Par contre, pour s'exprimer devant les membres, devant les curieux, eux, ils voudront peut-être juste savoir comment fonctionne l'outil et les avantages. C'est tout. Un bon indicateur de l'évolution du projet,
c'est d'arriver à suivre les évolutions de ces différentes strates et surtout du cœur de communauté. Si tu commences à perdre ton cœur de communauté, donc si tu vois ces membres-là commencer à partir, à ne plus venir, là, il faut vraiment te poser des questions et te dire, est-ce que mon projet est toujours dans le bon sens ? Avant de clôturer, j'ai une question. C'est, est-ce que tu as envie de créer une communauté sur un support que tu ne maîtrises pas ? Est-ce que tu as envie qu'on puisse tout te retirer à tout moment ? Est-ce que tu as envie de ne pas maîtriser le nombre de personnes que tu peux toucher ? Est-ce que tu as envie que les règles changent et affectent ta communauté ? Je pense que personne n'a envie de ça quand on crée une communauté. Eh bien, dans ces cas-là, je vous déconseille fortement de créer une communauté sur les réseaux sociaux. En tout cas, le socle de la communauté. Puisque créer une communauté sur les réseaux sociaux et créer quelque chose sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Facebook peut décider que votre page, elle n'a plus à exister. Du jour au lendemain, YouTube peut dire « cette chaîne-là, j'en veux plus, je la mets plus en avant ». Et là, vous perdez tout. Donc ce que doit être un réseau social, c'est un canal de communication pour une partie de votre communauté. Mais vous devez absolument garder le contrôle de cette communauté. Donc ça doit être ailleurs, ça doit être sur un forum, ça doit être sur une mailing list, ça doit être sur un site, sur une partie où vous détenez vos données, mais en tout cas, absolument pas sur les réseaux sociaux. Donc on résume. Pour créer une communauté, tu te fixes des règles simples pour ton projet. Il faut être reconnaissable, il faut casser des codes, il faut qu'on puisse te reconnaître. Il faut commencer petit et il faut commencer rapidement. Il faut respecter ta communauté, il faut y participer, il faut y mettre des règles. Il faut identifier ton cœur de communauté et il faut savoir discuter avec, il faut le travailler, il faut l'écouter. Il faut faire interagir les gens, c'est le plus important, il faut qu'ils aient des liens forts. Il faut donner les moyens pour que ta communauté grandisse en donnant les bons outils et avec le bouche à oreille. Et avec ça, tu feras grandir ton projet. Et si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que ton projet a un problème. Et dans ce cas-là, recommence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que nous avons des questions pour Guillaume ? On en a quelques-unes dans la salle. Bonjour, merci pour votre intervention. Merci. C'était très fructueux. Petite question, quand on crée une appli ou un site web, la base c'est la communication. Tout à fait. En amont et pendant et après. Et par conséquent, quels conseils vous donnez sur la stratégie de communication qu'il faut adopter pour une appli, un site voilà. En fait, quand j'ai lancé des sites ou des applications, en fait, la communication, elle a toujours été, moi, de zéro. Aucune. C'est-à-dire, je ne fais pas de budget marketing, je ne sais pas ce que c'est. À part quand je sais qui toucher comme personne. Mais au début, ce que tu vas chercher, c'est surtout à qui s'adresse ton projet. Tu ne sais pas vraiment. Tu as quelque chose que tu as envie de faire, parce que peut-être que tu résous un problème que tu as. Nous, c'est en général ce qu'on fait. Avec Beta Série, on a résolu un problème qui nous était propre. Avec VDM, c'est parce qu'on rigolait entre nous. Donc c'était quelque chose qui nous touchait aussi, mais on ne sait pas quelle personne ça va toucher. On n'en sait rien. Donc en fait, on va se dire, bon alors, ok, 5 €, ça touche peut-être des gens entre 14 et 28 ans qui sont entrepreneurs, mais on va mettre quoi ? 10 000 € de budget dessus ? 50 000 ? 100 000 ? On ne sait pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est important de commencer petit. C'est parce qu'en commençant petit et potentiellement sans budget, ce qui est très difficile pour beaucoup de créateurs qui ont besoin aussi de gagner de l'argent, ce qui est normal. Et c'est en commençant petit qu'on va se rendre compte vraiment à qui on s'adresse. Et si on se rend compte aussi si notre projet il est intéressant pour eux. C'est ça qui est important. Donc, en fait, le conseil que moi je donne, mais qui est difficile à suivre, c'est de dire, quand vous lancez quelque chose, il n'y a pas de communication spéciale à faire. Il y a juste à en parler autour de soi et essayer de voir qui ça intéresse. Et une fois que vous savez qui ça intéresse, tu vas peut-être même modifier ton projet, l'adapter. C'est ce que je disais d'ailleurs, puisqu'il évolue en fonction du type de personne que tu touches. Et ensuite, derrière, tu pourras mettre du budget. Mais rarement au début. C'est très, très compliqué de mettre du budget au début.
Donc patience, c'est surtout ça. Bonjour. Bonjour. Yes, là. Du coup, moi, j'aurais une question. Oui. Je voulais savoir, en fait, parce que les communautés, en fait, c'est très difficile de la faire vivre, surtout au bout de plusieurs années. Après, les gens ont l'impression que c'est toujours la même chose. Vous, dans votre équipe, quelle est la question que vous vous êtes posée dont la réponse vous a permis de faire en sorte que les gens puissent continuer à venir dans vos différentes communautés? J'ai pas compris la fin, je suis désolé, j'ai pas compris la fin. En fait, quelle est la question que vous vous êtes posée dont la réponse vous a permis de faire en sorte de continuer à faire vivre la communauté, que les gens soient encore là après plusieurs années? Oui, que les gens restent intéressés en fait. Yes, en fait, ça dépend du projet. Je prends l'exemple de Ville-Merde. VDM, en fait, ça aurait pu se terminer en quelques mois. C'est-à-dire que quand on recevait au début, on recevait près de 2000 à 3000 VDM par jour qu'il fallait lire. Donc vous imaginez le travail. Parce qu'on lisait tout et on ne validait que certaines VDM. On aurait pu se dire, bon, on valide 100, 200, 300 VDM par jour et les gens seront contents, ils liront. Et ça sera très bien comme ça. En fait, on a mis ce qu'on appelle, on a mis de la rareté dans le produit. Et on validait toujours 5, 6, 10 VDM par jour, ce qui fait que les gens, ils commençaient à lire, et à la 10e, ils se disent « Ah, j'ai envie de lire la 11e, mais il va falloir qu'ils attendent le lendemain ». C'est comme quand on a un buffet devant soi. Si on a un buffet infini, on va se gaver, et après, on n'aura plus de place pour le dessert. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fait ça par la rareté, ce qui fait que les gens revenaient tout le temps. Et ça, c'est assez important. Et c'est ce qu'on essaie de faire alors, c'est pas la même chose, mais on va dire qu'on essaie de trouver le point important qui fait que les gens vont revenir. Donc, par exemple, sur Beta Série, c'est surtout une question d'outils, c'est-à-dire qu'on ajoute des fonctionnalités qui sont importantes pour eux, et ce qui fait que les gens restent. Et la dernière chose, c'est que, en fait, tu quittes peu une application ou un site sur lequel tu as des connaissances et avec, on va dire, lesquels tu as tissé des liens. Imaginons tu es sur un site web où tu parles régulièrement avec un groupe de personnes, peu importe le site. Si ce groupe de personnes est toujours là, tu vas retourner sur ce site-là. Et donc finalement, plus tu crées du lien entre les gens, plus donc ta communauté est dense, plus finalement tu vas la garder sur ton application ou sur ton site web. C'est pour ça qu'il est important de jouer sur cette densité des relations entre les personnes. J'espère avoir répondu à ta question. Hey, Hey, Chelsea. what are your thoughts on community-centric business models? Meaning the model actually works like a community. I will speak in French, if you don't mind. Yes. En fait, tout ce qui est basé sur la communauté est un business de toute façon qui est compliqué, puisqu'on touche des gens. Et on doit respecter ces gens. Et souvent, les business basés donc, sur la communauté ne respectent pas les gens ou les respectent peu. C'est pour ça qu'il faut des règles. Sur 5 € par exemple, la règle c'est de dire on respecte nos utilisateurs en ayant une commission qui est extrêmement faible. Et comme ça, de cette façon-là, je pense qu'on peut arriver à vraiment faire grossir des business basés sur des communautés. Mais il faut vraiment respecter les gens. Et le respect de la communauté, je pense que c'est le caractère, la chose numéro 1. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Dernière question, je pense. Il y a un monsieur à gauche ou à droite, ça dépend. D'après vous, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier ? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier du site web, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le site web ou les applications pour les interprètes ? En fait, ça va dépendre de qui vous touchez. Moi, par exemple, le site 5euros.com, je n'ai pas lancé d'application. Pourquoi ? Parce que ce sont des
des choses qu'on doit faire souvent nécessitent l'utilisation d'un ordinateur, en fait. Donc finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'applicatif. Une application, ça doit être quelque chose donc, qui doit être mobile, ça doit vraiment avoir une utilité. Je pense qu'il ne faut pas non plus laisser le site web de côté. Vie de merde, on a été, c'est vrai, à l'époque, l'un des premiers à lancer une application et à vraiment être populaire en termes d'application. Donc à chaque outil, son support. Il n'y a pas de réponse miracle en fait là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir évoluer avec les différents types d'outils dont on a à disposition et que peut-être dans 5 ans, ça ne sera plus des applications, ce sera autre chose. Il faut toujours avoir un coup d'avance et anticiper. On va arrêter là pour les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. C'est super top.